Salut les gens. Alors aujourd'hui, on va faire la présentation d'une voiture qui est derrière nous. Les plus avertis auront reconnu. Il y a une forme un peu typique. Bon, tu nous débâches ça? Ouais. Et Hop là. Et bien sûr, ça marche pas comme il faut. Parce que le débâchage à 2 balles. Attends, tire pas. Voilà, tire. Tada! Alors, la couleur rend vachement mieux en vidéo qu'en vrai. Ça veut dire quoi, ça? Il y a du potentiel. Il y a une marge de progression, on va dire. Non, moi, ça faisait longtemps que je l'avais pas vue et je me souviens pas qu'elle était comme ça, tu vois. C'est une Corvette C3 de 1975, pour ceux qui savent pas. C'est une Chevrolet, pour ceux qui savent vraiment pas. Et... c'est une américaine, pour ceux qui savent encore moins. Putain, ceux qui savent pas ça, par contre. Pourquoi cette voiture? Pour plein de raisons. Je voulais un V8 avant le Debil Project, sauf que du coup, je ne l'ai pas trouvé entre-temps, mais bon, j'ai acheté le Debil Project, enfin, j'ai acheté l'Audi A8 du Debil Project, et j'avais un V8, mais un V8 qui roule pas. Et puis, en me renseignant sur les V8, les V8 Chevrolet, c'est quand même la base, c'est quand même les meilleurs qui existent. Et j'ai cherché dans quoi on mettait un V8 Chevrolet, quoi. Okay. Et des voitures moches, lourdes, grosses, américaines, quoi. Oui. Sauf une seule, légère, performante, et qui a une gueule de fou. C'est vrai qu'elle est jolie. Ouais. Et en carburateur, puisque c'est un small block 350, ont existé en injection, et les premières injections, j'ai pas envie de mettre les doigts dedans. Donc, carbu. Oui. De toute façon, on le sait que toi, t'aimes les carbus avec la 205. Oui. Voilà, bon, depuis, je suis passé à l'injection sur certains modèles. Bon, l'injection diesel. Ouais. Ou l'injection essence. Voilà, la V6. Voilà, qui a fait 10 000 vues. Elle. Ouais. Plus de 10 000 vues, ça là 5 000, ou pas loin. Et ouais. Ça là, on espère tout autant. Ça fera 2500, oui, voilà. En réduisant de moitié à chaque fois. Alors, je sais que le succès des Américaines sur YouTube en France... Ouais, c'est pas fifou. Hein. Non, c'est assez mitigé. Donc, j'espère que vous allez battre tous les scores et me faire mentir. Mais j'espère pas que ce soit ça qui nous fasse décoller. Donc, en fait, j'avais passé une annonce sur Facebook. Et puis, à discuter, à me renseigner sur le modèle, savoir si ça se réparait bien, si c'était des voitures fiables, intéressantes, des trucs à en faire. Et puis, j'avais mis une annonce que je cherchais potentiellement une Corvette C3 pour faire un projet type Mad Max ou un resto mode, on va dire, un peu à la méca 2 balles. Et donc pas un modèle déjà tout propre, nickel pour le showroom, vraiment une voiture où il y a tout à faire. Dans son jus, quoi. C'est ça. Et ce qui me permettait d'avoir un budget, on va dire pas trop incroyable, parce que c'est des voitures qui, en France, sont quand même très chères. Pour donner une idée, ça en bon état, de cette année-là qui est parce que le modèle 75, c'est les modèles les moins chers parce que c'est les moins bien motorisés et c'est ceux qui ont été le plus construits. Il n'y a pas du tout de rareté. En bon état, ça vaut 25-30 000 euros. Ah ouais, quand même. J'ai absolument pas le budget pour mettre autant de pognon dans une voiture et que j'oserais même pas toucher parce que trop cher en fait. On fait pas le con dans une voiture à 30 000 balles. Ouais. Et du coup, tu l'as eu à combien? Du coup, y a un gars qui m'a contacté en me disant qu'il avait vu ma publication et qu'il avait peut-être un truc qui pouvait m'intéresser. Moi, j'avais mis cette publication dans l'absolu, j'en cherchais pas une dans l'immédiat, c'était une espèce de rêve mais que je comptais peut-être même pas concrétisé en fin de compte. Et puis il me dit moi j'en ai importé une, elle démarre, elle roule tous les week-ends pour aller au rassemblement. Il dit par contre j'ai été tellement emmerdé pour l'importation puisqu'il l'a fait venir des États-Unis, il a fait faire les papiers, il avait la carte grise à son nom, ce qui est déjà très rare pour une Corvette. Toute l'homologation a été faite, pas en collection, et ça c'était important aussi. Et il m'a dit là ça m'a tellement dégoûté, j'en ai beaucoup d'autres à entretenir puisqu'il avait je crois 4 ou 5 Corvettes en plus. Bonjour ma belle. Petit chat. Chat. Voilà, moi je cherche à la vendre, elle est pas en bon état, y a plein de trucs à refaire dessus, donc ça peut peut-être aller pour ton projet.
Il m'envoie des photos, des vidéos. Alors les photos, c'était sur des rassemblements, donc parking avec plein de monde autour. Et il m'a tourné des vidéos de la voiture qui roulait. Et ben en fait, on a fini par se mettre d'accord, notamment qu'il garde l'intérieur, parce que moi je voulais entièrement customiser l'intérieur. Et lui, ça l'intéressait de garder les sièges, un tableau de bord correct, voilà, des panneaux de porte, et il y avait plein de pièces que lui voulait garder. Donc on a réduit le prix du montant de ces pièces-là, et je l'ai obtenu, qui démarre, roule, papier français, pour 10 300 €. Alors c'est cher, mais pas de temps pour la voiture que c'est. Alors l'inconvénient, c'est que quand je suis allé la chercher, parce que lui est d'Annecy, on s'est retrouvé à Clermont-Ferrand, il me l'a amené sur plateau là-bas et moi je voulais repartir avec par la route. Le problème, c'est que c'était en pleine canicule. En repartant par les monts d'Auvergne du côté de Clermont-Ferrand, ça monte, ça descend, il y a des endroits où il faisait 42 degrés. La voiture a surchauffé, tout simplement, parce que c'est une vieille bagnole dont le moteur a 50 ans. Elle a surchauffé, il y a une durite qui a éclaté. Alors forcément, moi, je venais de dépenser beaucoup de mes économies, j'avais l'impression de m'être fait avoir. Donc j'en ai parlé au vendeur, et puis il était bien désolé pour moi. Il m'a quand même envoyé une durite, celle qui avait explosé. Il me l'a envoyée pour la rechanger, donc après, libre à moi de me débrouiller pour la remettre en route. Ce que j'ai fait 2-3 bricoles, mais pas grand-chose encore au niveau de la motorisation. Et elle démarre et roule. Elle ne surchauffe plus, mais par contre, elle fuit exactement partout. Alors ça, je le savais. Tous les joints sont secs, les pastilles de dessablage sont percées par la rouille. Oui, quand même. Elle fuit de tout ce qu'elle peut fuir, en fait. Voilà, quand on me demande combien elle consomme, je dis 8 litres au 100 d'huile et d'eau. Pire que la garce, quoi. Oui, mais par contre, en termes de carburant, on est sur à peu près 40-50 litres au 100. Pardon. Tout simplement parce que le moteur, il avale tout ce que la pompe à essence veut bien donner. Le carburateur, je pense que le flotteur marche plus. Donc dès que la pompe tourne, ça envoie de l'essence. On continue. Mais tout ce qui rentre dans le carbu, ça dégueule de partout et le moteur, il avale tout ça. Donc ça fume noir. Ça fait n'importe quoi, donc le moteur est entièrement à refaire. Alors pas à refaire à neuf, ça, quand je l'aurai sorti, je saurai, mais au moins à refaire tous les joints, à réétancher. Et non pas étanchéifier. Attention les youtubeurs, hein, je vous surveille, c'est étancher. On dit étancher. Bref, l'étape importante, ça sera de sortir le moteur, puis après de finir un peu l'intérieur. Ok. Parce que l'intérieur, il y a un gros sujet. Alors, les puristes, désabonnez-vous tout de suite. On commence par l'intérieur alors? Ouais. Allez, c'est parti. Alors déjà... Oh, la poignée sur la... Oui, déjà, t'as... Les trucs, ça en montant. Ouais. Et ce qui est intéressant... Pour vitre manuelle, ça c'est très intéressant. Parce que ça tombe pas en panne. Oui, oui. Et un autre truc intéressant... Ah, oui, les T-top. C'est une targa, quoi, non? C'est ça? C'est ça. Ok. En fait, il y a les deux montants qui s'enlèvent. Je vais essayer de pas trop filmer l'intérieur parce qu'il y a du dossier quand même. Ça va spoiler. Ouais. Comme une 100NX, comme une Corvette, comme une MR2, comme... Ah non, les Corvettes, les récentes, elles n'ont pas le bar au milieu. Les C6 ne l'ont pas, non, et les autres, je sais pas parce que je m'en fous. Bon, on passe à l'intérieur du coup? Ouais. Wow. Voilà, tableau de bord, pas d'origine. Non, du tout. Du coup, non, parce qu'en fait, faut savoir, c'est parti d'un point de base, c'est que les Corvettes C3 sont basées sur des châssis de Corvette C2. La conception des années 50, un châssis échelle avec 2 poutres et une direction à boîtier de direction. Donc comme les tracteurs, vous savez, il y a la colonne de direction qui descend dans un boîtier. Le boîtier, il y a de la pignonnerie à l'intérieur. En bas, il y a un levier qui va de droite à gauche. Et après, ce levier, en théorie, renvoie d'un côté sur une roue, de l'autre côté sur l'autre. Sauf que là, sur les Corvettes, c'est même pas fait comme ça. C'est que ce levier envoie le mouvement sur un balancier qui est monté sur une autre rotule en face, pour que ça fasse comme ça. Et de ce balancier, il y a une rotule qui part vers chaque roue. Mais en 68 ou 9,
Ils ont adapté la direction assistée parce que les engins comme ça demande quand même. Du coup, pour rajouter la direction assistée, plutôt que de faire une assistance qui est dans le boîtier de direction, comme ça aurait dû, mais il fallait changer le boîtier de direction, il fallait concevoir des nouveaux trucs et tout, ça coûtait trop cher. Donc ils se sont dit, on va faire une pompe hydraulique et mettre un vérin hydraulique qui va agir sur le balancier. Donc le vérin, il est pris d'un côté sur le châssis, de l'autre sur le balancier. Tu vois, donc déjà, pareil, deux rotules en plus. Et tu comprends là où je veux en venir. Et pour commander ce vérin, il faut que le système sache d'où vient l'effort. Donc il faut une vanne. Cette vanne, en fait, c'est un petit clapet qui, par un mouvement, ouvre des tuyaux ou non pour envoyer l'huile d'un côté ou de l'autre. Donc cette vanne, ils l'ont mis où? Entre le boîtier de direction et le balancier. D'accord. Ce qui fait que déjà, ça te crée un micro-jeu de l'actionnement de cette vanne, juste pour que ce soit fonctionnel. D'accord. Donc si tu comptes le boîtier de direction, la colonne de direction qui a aussi un petit cardan, les 9 rotules de l'ensemble, plus le jeu de la vanne, plus les cylindres blocs du vérin sur le châssis, du machin et des trucs, ça te fait à peu près une quinzaine de points où ça prend du jeu. Et du coup, la première fois que je l'ai conduite vraiment, ici, sur les routes de chez nous, c'est-à-dire qui sont un peu mouvementées, ça doit faire peur. En fait, j'ai fait 200 mètres, la voiture est passée d'un fossé à l'autre. Oh, en fait, j'ai frôlé l'herbe de chaque côté. Avec le temps de réaction dans la direction? Voilà, et en fait, tu peux faire un quart de tour de volant sans qu'il se passe rien du tout. Ah, c'est vraiment comme dans les vieux films américains où les mecs, tu les vois comme ça et ils vont tout droit, quoi. C'est encore pire que ça. Ah ouais? Parce qu'en plus, la voiture, elle suit la route. Les pneus, ils sont larges comme ça. Donc, la voiture, elle fait ce qu'elle veut. C'est ultra dangereux. Donc ça a été la première chose. Je me suis dit, tant que j'ai pas réglé ce problème de direction, je ne touche plus à cette voiture parce que je vais mourir. Ok. Parce que autant c'est un moteur de 5 litres 7, donc c'est un 350 cubic inch, 5 litres 7, mais avec un taux de compression claqué au sol, on a 160 chevaux. C'est pas ouf. Ouais. Par contre, on a 350 Nm de couple. Ça, c'est un peu mieux. Donc autant te dire que quand tu accélères, le train arrière, qui date des années 50 aussi, il a envie de passer devant. Ouais, il fait un peu ce qu'il veut. Et c'est pas sain non plus. Ok. Donc pareil, il y a des choses à faire. Des choses qui sont derrière à faire. Oh, mais dis-moi que... C'est un train arrière de BMW F20. Un train arrière sain et qui se monte en lieu et place. Ah ouais, comme ça, plug and play. Ah non, pas du tout. Mais en lieu et place. Ok, d'accord. Ouais, donc ça va être un gros chantier, quoi. Oui, c'est un projet. Ok. C'est pour ça que t'as pas les mêmes jantes à l'avant qu'à l'arrière, du coup. Ben oui, puisque ça, les jantes qui sont à l'avant de la voiture, c'est les mêmes qu'à l'arrière ici. Avec les grosses dents, là. Voilà, ouais, j'adore ce look. Je les ai trouvées à Panazol, ces jantes-là, d'occasion, vraiment pas chères en plus. Ça ira bien sur... Et elles ont un look d'enfer, quoi. Ouais, ça ira bien sur la Corvette. Ouais. Sinon, tu les as devant. Ouais. Tu les as devant, et moi, je trouve que ça lui va bien. C'est très américain, quoi. C'est très chromé, c'est... Voilà. Et en plus, le côté agressif des petites dents. Ouais. Parce que le look, quand même, ça va être un peu... Mad Max. Oui, mais... Enfin, ça va pas être vraiment du post-apocalyptique. Ça va être vraiment à mon style à moi, quoi. C'est-à-dire que la peinture, ça va être peut-être du Raptor, mais je sais pas si ça va être gris, rouge bordeaux ou noir. Ou les trois. Peut-être aussi. Ouais, façon requin, comme à l'ancienne. Ah oui, comme la Mako Shark, qui a été le prototype fait sur Corvette C2 et qui a servi de modèle pour la Corvette C3. Ouais, façon requin, donc avec le bas, en plus c'est un petit peu le cas, là, avec le bas blanc et le dessus foncé. Ouais, à voir. Ça pourrait être sympa. Mais quand j'en serai là, il y aura déjà eu pas mal de boulot de fait quand même. Ouais, me dis pas que c'est attrape à essence là en plein milieu. Si. C'est vachement pratique. Oui, l'avantage c'est que tu peux remplir de chaque côté, mais il faut avoir le bras long. Parce que attends, je suis en train de calculer, il n'y a pas de coffre. Et non. Ah, il n'y a pas de coffre. Pas encore. Ah, tu veux en faire un? J'ai vu un proto qui m'a beaucoup plu, où en fait là, le réservoir il est posé sur le châssis. Ok. En fait, tu peux le passer dessous.
D'accord. Ce qui fait que ça te libère tout l'espace ici. Parce que là, dans la cabine recule jusqu'ici, Ah avec oui, quand même. des petits coffres, Ouais. et le réservoir est là. Ok. Et en fait, tu peux le passer sous le châssis, ce qui fait que ça te libère tout ça. Sauf D'accord. que accéder derrière, c'est très chiant, Oui. surtout avec des sièges baquets. Oui. Donc en fait, je vais faire une trappe qui s'ouvre comme ça et qui donne accès à 1 mètre carré de coffre, et ça va être génial. Ok. Voilà, donc ça va être supprimé. La vitre ici, je la garde. J'aimerais bien un vitrail. Ici, en fait, j'imaginais bien une fleur de lys en plein milieu. Ah oui, pourquoi pas. En fait, toute la vitre bleue avec une fleur de lys blanche en plein oui. milieu. Et tout en vitrail, je pense que ça rendrait pas mal. Bon, on continue un peu sur l'intérieur. Oui, on va y revenir. Du coup, tu nous as parlé pendant 5 minutes de la direction. Oui, Ouais, donc mais comme j'ai... En fait, la direction, je voulais plus d'hydraulique, parce que bien sûr, ça fuyait de partout, hein. Et ça aussi. J'ai viré tout le système hydraulique, donc, et j'ai viré le boîtier de direction, j'ai viré le balancier, machin, tout ça. J'ai pris une crémaillère d'Opel Corsa avec assistance électrique, parce qu'en Espagne, ils fabriquent des petits boîtiers qui permettent de tromper l'assistance en fonction de la vitesse avec une petite molette où on met plus ou moins d'assistance sur la direction. Ok. Et c'est entièrement électrique, ce qui fait que pas de fuite, pas de consommation sur le moteur, pas d'adaptation sur les tuyaux des années 70, qui ont donc 50 ans. Donc beaucoup plus simple. Ok. Le seul inconvénient, c'est que comme c'est une crémaillère, l'angle et la position de la colonne de direction n'est pas la même. Donc ça ne rentrait pas dans le tableau de bord d'origine. Du coup, tu as fait un tableau de bord perso. Voilà, donc il a fallu virer le tableau de bord d'origine que j'aimais pas déjà dans le concept, parce qu'en fait, il était ici à plat, et pour redescendre dans ce sens-là. Ok. Vraiment, sur la colonne centrale, il arrivait vraiment à ce niveau-là. D'accord. Ok. Et le look déjà me plaisait pas. Et je me suis dit, autant fabriquer un panneau central à plat qui part directement du pare-brise, donc ça prend beaucoup moins de place dans l'habitacle, donc ça ouvre beaucoup l'habitacle, et qui revient comme ça, puisque jamais on se sert de la place qui est au-dessus du tunnel de transmission. Ouais. Et j'ai adapté les compteurs d'origine, j'ai fait fabriquer des casquettes en impression 3D sur mesure, donc j'ai fait les plans sur base c'est une des impression compteurs 3D. d'origine. Excellent. Oui. Alors ça, c'était un prototype que Alex m'avait fabriqué. Merci Alex. Comme il ne pouvait pas imprimer ou difficilement avec... alors je ne sais plus ce que c'est la matière, mais qui résiste aux UV, aux hydrocarbures, au soleil, à la chaleur, enfin bref, tout ce qui fait qu'il faut que ça tienne dans une voiture. Il n'arrivait pas à imprimer ça parce que compliqué. Je suis allé sur un site internet et je les ai fait imprimer. Ça a mis plus d'1 mois à arriver à la maison. Ça m'a coûté 110 balles les 2 bouts de plastique. Ok. Mais par contre, les dimensions et la finition, Parfait. voilà. C'est pour ça qu'ils n'ont pas la même couleur du coup. Voilà, ça c'est le prototype. Ouais. Donc on voit les ratés d'impression, tout ça. Et puis c'est en... Je sais plus si c'est en PLA ou enfin c'est du plastique normal quoi. Donc ça, aux UV ça tiendra pas quoi. Ok. Et celui-là c'est le vrai. Et mon père a découpé des vitres qui vont venir devant, enfin se prendre en sandwich entre les deux pour protéger l'intérieur du compteur. Ok. Sinon dans les compteurs, ça c'est le compteur d'origine que j'ai modifié aussi. Parce que vu qu'il est fait pour monter sur un tableau de bord qui est inversé, ici il y a des joues qui reviennent dans ce sens-là. Pareil que j'ai supprimé, donc reponcé sur les bords, on voit ici que ça a été reponcé de chaque côté. On voit que c'est travaillé un peu, ouais. Voilà, donc c'est pareil, là les puristes ils vont m'en vouloir. En PLS. C'est ça. Donc après toutes les commandes, il a fallu les monter, donc là on voit des boutons type aviation. Donc celui-là c'est pour le... Donc je l'ai écrit à l'américaine, hein, Mission. Celui-là c'est le complément, bon, avec la clé de contact. Ça c'est pour démarrer la colonne de direction électrique. Fan 1 et 2 c'est les ventilateurs électriques pour le radiateur. Water c'est la pompe à eau électrique. Ok. Puriste en PLS. Et ici c'est des réserves, là aussi. Et puis le petit bouton, un de mes boutons préférés. Pop pop. Ouais. C'est pas en américain là, parce que j'adore les échappements à clapper. Ah ok. Et donc c'est le pop 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 C'est pop pop pop. Bah oui, il va vite quoi. Bah ouais. Et boîte manuelle.
Boîte manuelle, ouais. Combien de... Ouais, Ouf. Ouais. c'est pour les hommes. Hein. Ouais, c'est... ouais, vache, ouais. 4 rapports? Oui, les 3 pédales. Les 3 pédales. Et le magnifique volant. Alors quand le vendeur m'a demandé si je voulais un volant plus propre que celui-là, je lui ai dit mais jamais de la vie, je le veux celui-là. Ah, parce qu'il est dans son jus, quoi. Ah oui, il a vécu, et puis difficilement sûrement. Mais c'est quand même pas le volant d'origine Corvette. Je me demande si c'était pas celui d'origine de la voiture, parce qu'en même temps, on voit qu'il a été rouge bordeaux, qu'il a été peut-être teinté en noir par-dessus, ou je sais pas. Mais les Américains, ils aimaient bien faire matching entre l'intérieur et l'extérieur. Alors, sachant que la couleur d'origine, je suis pas certain non plus. Parce qu'on voit, il y a les intérieurs de porte qui sont bleus. Il y a du bleu. Ouais. Repeint en rouge par-dessus. Alors, est-ce que c'est que les portes ou est-ce que c'est toute la voiture? Parce que, en fin de compte, le fond de caisse est bleu aussi. Mais si ça se trouve, ça a été repeint entre-temps, parce que, mine de rien, en 50 ans, il se peut qu'elle ait eu 30 couleurs, quoi. C'est ça. Pour tout ce qui est clignotant, phare, tout ça, normalement, c'est des commodos qui sont spécifiques et qui sont déjà pas du tout instinctifs. Et puis, tout en plastique, qui ont cramé forcément aussi avec le temps. Donc j'ai tout recablé, tout adapté pour que je puisse allumer veilleuse, phare, mettre les clignotants, les essuie-glaces, le lave-glace, tout ça sur ce commodo de GS qui traînait dans mes ça peut servir depuis 30 ans. Pas loin. Puisque c'était la GS de mes parents que j'avais désossé quand j'étais gamin, juste avant de l'envoyer à la casse. Et j'avais gardé le commodo. Et t'as tout sur le même commodo. C'est ça. Et j'ai même modifié des contacts à l'intérieur du commodo. Mais non. Pour que ça puisse correspondre aux commandes que demande la voiture. Notamment au niveau des essuie-glaces, puisque le fonctionnement n'est pas pareil. Il a fallu modifier ça. Frankenstein, la voiture. Puis on voit que les sièges aussi... 2 sièges en fibre, parce que toute la carrosserie est en fibre de verre. Donc les sièges sont en fibre de verre. C'est raccord. Normal. Le siège chauffeur a été allégé. Normalement, il faisait 7 kg. Ah, j'avais pas vu la deuxième casquette, là. Ah, noir sur noir, j'avais pas vu. 7 kilos D'origine, ouais. Et maintenant, il en fait 3. Voilà, J'ai entièrement poncé la fibre, tout ce qu'il y avait en surplus, parce qu'il y a des épaisseurs supplémentaires. Et il y avait vraiment très très épais. Alors je sais pas si c'était des homologations FFSA ou quoi, puisqu'il y avait une étiquette FFSA. Mais rassure-moi, tu vas quand même rajouter une mousse sur les sièges. Oui, parce que là, quand même... Et pour l'instant, je le fais pas parce que, on voit au niveau du sol, il y a les souris qui ont commencé à bâtir un petit peu. Parce que même si j'ai avancé un petit peu, c'est un projet qui est arrêté quand même depuis 1 ou 2 ans, faute de temps, de place, et puis les autres projets. Quoi. Donc les sièges sont quand même sur rail et peuvent avancer, reculer, se régler, avec des rails de Peugeot 205, parce que en fait ils ont un blocage des 2 côtés. Que beaucoup de voitures en fait ont un blocage que d'un côté et ça donne un jeu latéral ils peuvent tourner quoi. Et sachant que tout est un peu souple là-dedans, j'ai voulu quelque chose qui se bloque vraiment. Tu veux quand même rigidifier un peu quoi. Voilà. Et là l'idée c'est vraiment de faire du light is right. Parce que la Corvette est déjà une voiture légère de base. Et là, j'ai voulu alléger tout au maximum. C'est-à-dire que les rails, par exemple, là, sont posés sur des réglettes en aluminium. Je sais pas si on va voir, mais... Ok, d'accord. Voilà. Et tout ce que j'ai pu faire en aluminium est en aluminium. Même le tableau de bord, en fait, c'est du panneau sandwich de publicité. Les Anglais, ils appellent ça le D-bond. 2 feuilles d'aluminium et puis entre les deux, il y a du plastique pour rigidifier. Et c'est du panneau sandwich, quoi. Et pareil pour les flancs de siège qu'on voit ici, qui sont réglables aussi en inclinaison. Donc je me suis gardé quand même des plages de... Oui, il y a des petits trous. Voilà, pour pouvoir incliner en fonction du besoin et de l'envie. Et qu'on peut changer en étant même dans le siège, si on n'est pas trop gros. Il faudra que tu les repeignes les panneaux quand même, parce que maîtrise d'œuvre, architecture, bon... Ouais, ou de les poncer, parce que là, le côté alu brut, ça me plaît bien aussi. Et donc... Poncer vernis?
Non, tout simplement poncer. Après, Oui, remarque, c'est de l'alu, ça rouille pas. Donc, voilà, ça va se faire sa propre oxydation. ça gentiment. patine. Donc dans les modifs, Oui, on voyait ces feux là. les feux arrière que je vais faire en noir, parce que ça lui va bien. Et puis parce que c'est ta voiture, tu fais ce que tu veux. Oui, aussi. Et ça, j'ai pas... En fait, je les ai, mais je le fais pas tant que j'ai pas commencé à travailler sur l'aspect carrosserie. J'ai pas envie de me spoiler, entre guillemets, le cul que ça donne. Le rendu. Mais en même temps, je me dis quand Parce même que d'origine, qu'il ils sont comment? ils sont rouges. Ils sont tout ronds rouges. Ouais. Oui, ouais, ok. Ouais, ils sont rouges, ouais. Ouais, et puis un peu terni, un peu vieux, bon, ils ont vécu. Ouais, donc, la peinture, on voit, il a besoin d'un bon gros ponçage. on a commencé à gratter un petit peu ici, justement pour voir ce que ça pouvait donner. Au niveau de la carrosserie, elle est entièrement en fibre. Il n'y a pas du tout de tôle. Et c'est pour ça qu'on peut la retravailler un peu à l'infini. Mais Même je voulais... tout ce qui est capot et à l'avant, c'est de la fibre? Oui, Cap par choc, tout? oui, entièrement. Il n'y a pas, à part les intérieurs de porte, Oui. il n'y a pas de tôle. Waouh, incroyable. C'est pour ça que justement, bah, on voit de ton côté, quand un pneu éclate, là sur l'aile arrière, Oui. ça éclate la fibre. Et ben oui, du coup, comme boiserie. Ah, on voit que t'as un petit craquement là. Ouais, c'est surtout celui-là en fait. Ah Que ouais. l'aile, en fait, le pneu a éclaté, c'est venu taper dedans. Ah Parce ouais. que le problème de ces pneus, et c'est pour ça que j'ai envie de m'en débarrasser, dès que tu les gonfles un peu trop, ils ont tendance à éclater. Ah ouais. Et ça, il faut savoir que la pression normale là-dedans, c'est 1 bar 2, grand max 1 bar 5. Pas plus? Non. Pour la taille du pneu? Et oui, c'est justement la taille qui fait que tu les gonfles pas beaucoup. Ok. Et c'est pour ça que j'ai envie de De mettre je des passe pneus sur plus standards, quoi. Voilà, des pneus en taille européenne déjà. Et ceux-là, tu peux les gonfler à 2 bars, 2 bars 5, tu crains rien quoi. Ok. Et ils éclatent pas. Et puis t'auras une meilleure adhérence aussi. Oui, moins large, une meilleure structure, énormément moins cher. Oui. Parce que pneus américains, voilà. Et en plus, dimension de jante, de largeur et compagnie. Enfin, Ouais, ça ferait une belle table basse, quoi. Oui, ouais, mais franchement, les jantes, c'est des jantes rallye, celles-là. Je pense qu'elles vont se retrouver sur le bon coin, ça va me payer une partie des modifs. Hein. Parce que tout coûte cher sur ces voitures et c'est de pire en pire. Bon, est-ce que tu nous montrerais pas le cœur de la bête? On peut. Parce que je sais même pas dans quel sens s'ouvre le capot, si c'est façon R5 ou façon normale. Façon Renault, comme il s'ouvre dans ce sens-là pour l'instant. Ah ouais, je pas de vois, sécurité. attends, je vois marqué pop, non, hood release, c'est ça? Pop Ouais. the hood, Mais là, il n'y a pas besoin. pop the hood. Et voilà, la bête. Wow, et ça tient tout seul? Oui, comme les 205. Ouais, incroyable. Ok. Voilà, entièrement en fibre aussi. Fibre de verre, tout en fibre. Incroyable, oui, sauf l'intérieur qui est en tôle du coup. Même ça, si, c'est de la fibre aussi. C'est de la fibre aussi? Ouais, et il n'y a que le châssis qu'on voit passer ici. Les triangles, tout ça. Ça, c'est de la fibre aussi. Ok. Donc le support de radiateur, il est fixé dans la fibre. Le support de mètre cylindre, tout ça, c'est du panneau Ah fibre. ouais, excellent. Ouais. Bon, sauf ça, c'est de la de... Non, c'est de la fibre aussi. Ah ouais. Eh oui, c'est tout. Il n'y a que le Incroyable. châssis. En fait, tous les éléments lourds sont portés sur le châssis. Ok. Et la coque est posée. Ah, c'est pour ça qu'elle est légère alors. Ben voilà. Enfin, légère, ça reste une américaine. Oui, mais en fait, à vide, elle fait 1450 kg, sachant que tu as 300 kg de moteur. Ouais. Eh oui, parce 300. que bloc fonte. Hein. Ouf. 5 litres 7. 5 litres 7. Et attends, c'est 5 litres 7, c'est un small block pour eux. Oui. Oui, parce qu'elle existait aussi en big block, donc le 427, qui fait dans les 6 litres. Vous reprendrez dans les commentaires. Non, 7 litres. Dans les 7 litres, je crois. Et vous direz dans les commentaires ce que c'est. Je crois que c'est 7 litres 2 ou 7 litres 4, un truc comme ça. Enfin, c'est beaucoup trop. Ouais. Ok, donc oui, oui, c'est un gros V8 à l'ancienne, quoi. C'est Et la ça. tête de Delco, là, c'est ça? Oui, Avec un truc qui tourne dedans. c'est ça. Ok, bon là, le filtre Voilà, à un air. carburateur à 4 corps, où tu peux rentrer presque la main à l'intérieur de chaque. Oh, ça doit être énorme à l'intérieur. Donc ça, c'est la durite qui avait éclaté au retour de Clermont-Ferrand. Donc Ok. voilà, monsieur m'a renvoyé ça. En plus, elle est rouge, comme la carrosserie. Voilà, et là, normalement, il y a un gros ventilateur avec une coque là qui vient autour du radiateur. C'est pas un visco-coupleur d'origine? Si, mais qui, du coup, fonctionnait plus, hein, Oui. forcément. Déjà, ça fonctionne jamais vraiment, un visco... Enfin, c'est pas un visco... si, c'est un visco-coupleur, oui, c'est pas un convertisseur de couple. C'est pas la même chose.
Tout le monde confond et moi aussi. J'ai viré tout ça parce qu'il y a vraiment le bruit Iveco. Vous savez, les fourgons Iveco, là, quand ils roulent, ça fait Ouais. Ouais. J'ai horreur de ça. Donc j'ai viré tout ça et ce sont 2 ventilateurs de Peugeot 207 branchés sur des relais qui s'enclenchent manuellement pour l'instant parce que j'attends de sortir le moteur pour pouvoir mettre un thermocontact pour réguler la température parce que là il n'y a même pas de Calorsta à l'intérieur. Au niveau moteur il y a tout à faire. Mais sachant que les pastilles de dessablage fuient comme un panier, je fais rien pour l'instant tant que le moteur n'est pas sorti. Oui, c'est paraît logique. Ouais. Voilà. Et c'est pour ça que malheureusement, vous n'entendrez pas le moteur tourner. Elle démarrera pas dans cette vidéo. C'est ça. Et puis tant pis, c'est pas grave. Voilà. Au niveau échappement du geste d'origine, ou tu as fait une modification? Alors, quand je l'ai acheté, il y avait déjà 2 collecteurs 4 en 1. Okay. Notamment, parce que d'origine, c'est des collecteurs fonte qui sont tout plats, qui sont absolument pas optimisés, les trous qui tombent pas en face. Comme ceux de la BM là, les trucs un peu bizarroïdes là. Voilà, où c'est vraiment les 4 trous qui arrivent les uns contre les autres et après ça part à la verticale. Là, c'est vraiment des 4 en 1 comme sur les motos. Je sais pas si tu vas le voir de ton côté. Si, on aperçoit un peu là. Voilà. Et alors en acier. Ok. C'est pas de l'inox, hein. Donc ils font un 4 en 1 de chaque côté et j'ai fait un système d'échappement qui est un peu compliqué. C'est comme un H-pipe à l'intérieur d'une boîte. Et en fait, les 2 4 en 1 arrivent dedans et après ça repart de chaque côté par 2 tuyaux. Et ces 2 tuyaux rentrent dans des silencieux à clapet. Les 2 tuyaux, il y en a un qui est fermé par les clapets en direct et l'autre qui passe par le silencieux qui coupe le bruit. Ce qui fait que quand tu ouvres le clapet, tout passe par, ou presque par la sortie directe. Et quand tu fermes les clapets, ça passe par le silencieux, donc c'est assez discret. Voilà. Mais comme le taux de compression est nul à chier, en termes de bruit, c'est pas fifou. Ouais, même clapet ouvert, c'est quand même très discret, quoi. Et mais il se peut que le moteur ne reste pas tout à fait d'origine. Ah, c'est la question que je voulais te poser. En fonction de l'état dans lequel il va sortir. Ok. Dès qu'il sort, je vais regarder l'état des chambres, des pistons, de la segmentation, les jeux sur les paliers, enfin vraiment tout contrôler, faire une métrologie, pas comme farine de blé à pisser dessus, mais une vraie métrologie. Et à partir de là, je déciderai de est-ce que je garde ce bloc, est-ce qu'on le sauve et on reste matching number, ou est-ce que je passe sur autre chose. Et entre-temps, il faudra que je vois aussi pour les freins. Les freins, ils ont 50 ans, ils sont pas purgés. La pédale, elle part au fond, ça ralentit à peine. Pourtant, c'est des très très bons freins d'origine. Hein. Je ne veux pas dire de bêtises, c'est des 6 pistons à l'avant et 4 pistons à l'arrière. C'est quand même du très bon freinage. Un beau petit projet quand même. Oui. C'est pas commun du tout, quoi. Alors en France, non. Après, aux États-Unis, il n'y a rien de plus normal qu'une Corvette C3. Hein. Il y en a partout. Comme je disais, tout le monde en a une qui pourrit dans le fond du jardin. Feu pop-up là-dessus. Oui. Alors pareil, je pourrais pas vous les ouvrir. Enfin si, à la main, parce que c'est des actionnements par dépression. Donc il faut que le moteur tourne. Ah, est-ce que je vais arriver à l'attraper? Voilà. Ok. Il y a du taf, mais... Oui. Mais c'est un beau projet, quoi. Ça a une gueule, par contre, j'adore. Le nez plongeon comme ça. Faut savoir que les Corvettes, chaque année, a son style, ses détails particuliers. C'est ce qu'ils appellent les millésimes. Et donc la 75, elle est vraiment spécifique par le fait qu'il n'y ait pas de pare-choc à l'avant, si ce n'est les 2 bumpers. Okay. Mais il y en a certaines avec des pare-chocs chrome. Il y en a qui ont le nez plus court, plus plongeant ou plus long en fonction des années. Le museau change et c'est vrai que la 75 a vraiment ce côté-là pas rutilant, pas brillant, qui me plaît bien. Et en plus, celle-là apparemment aurait été modifiée au niveau de l'arrière. Le petit aileron d'ici apparemment ne correspond pas à cette année. Et franchement, la modif, moi je la trouve très très cool. Ça lui va super bien, franchement. Ouais. Et puis elles existent aussi en 2 façons. Alors, moi c'est celles qui ont la vitre verticale que j'appelle les Stingray, puisque du coup ça leur donne un aspect de Ray Manta et qui correspond aussi au prototype Mako Shark à l'époque. Parce qu'il en existe aussi avec des bulles qui vont vraiment jusqu'à l'arrière.
Et en fait, elle s'appelle pas fastback, mais bubbleback. Parce que la vitre est bombée, arrondie. Esthétiquement, j'aime moins. Ah, elles sont jolies comme ça, moi j'aime bien. Hein. Ouais. Alors l'inconvénient, c'est que justement, ça fait un espèce de coffre derrière les sièges qui est pas accessible. Pas très accessible, oui. Et surtout quand les sièges ne basculent plus. Ah oui, c'est grand. Du coup, c'est vrai que cette vitre à la verticale, ça te bloque beaucoup de place, alors que quand tu as la bulle, ben, c'est beaucoup plus spacieux, donc tu peux mettre des bagages, tu peux mettre les valises pour partir en vacances. J'avais un projet à la con aussi. C'est comme ça libère toute la place en descendant le réservoir plus bas, donc derrière le pont. Ça libère toute la place jusque ici, hein, vraiment jusqu'au coffre. Et je me disais, si je vire le siège passager, je peux me faire une banquette et puis je peux dormir dans ma Corvette. Faire un lit, un fond plat. Ah oui, côté passager, ouais. Voilà, et faire du voyage en Corvette. Ça peut être rigolo. Hein. Très très classe. Ok, merci du partage. Bon, et bien abonnez-vous, mettez un pouce vers le haut, un commentaire. C'est important, ça nous aide. Mettez-nous un doigt. Voilà, plein de doigts, comme ça. Pas les... Non. Non. Celui-là. Voilà. Et puis, prenez soin de vous, bisous et ciao. Ciao. Ciao.